Salut, c'est Guillaume Canet. Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables mais qui pourtant les assume. Aujourd'hui, Cannes, jour numéro 8, je suis à nouveau solo puisque John n'a pas envie de se joindre à moi alors que pourtant il a des trucs à dire le John. Mais non, il préfère fumer sa clope à la terrasse du Airbnb plutôt que de venir en parler autour de vous et de partager ses délicieux avis. Avant de vous parler des prochains films, en fait, comme vous le savez peut-être, Pathé est en collaboration avec le Festival de Cannes pour présenter en avant-première du coup 13 films. En tout cas, moi là je me base sur le cinéma à Toulouse, donc le Pathé Wilson. Et sur les films en sélection, je vais essayer de vous conseiller quelques films pour vous donner envie ou pas. Alors, si vous avez écouté les épisodes, vous savez un petit peu quels sont les films que je vais vous conseiller, mais en tout cas, je regarde. Donc du coup, l'un des premiers que je vous conseille, c'est Fatherland, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, qui est un très bon film, 1h20. Je pense que pour un premier film, ça fait l'affaire. Et en plus, voilà, il y a vraiment ce cinéma autorisant qui est très bien. Après, pourquoi pas Garance, c'est clairement pas la priorité, je trouve. Ça reste un bon film. Garance ne serait pas pour moi la priorité. Jim Queen, je ne l'ai pas vu, mais les retours que j'ai pu avoir sont exceptionnel. Ça a l'air d'être en plus une bonne séance du soir. Je pense qu'avoir entre potes, ça peut faire de bons souvenirs, une bonne soirée. Donc en tout cas, je vous encourage un peu à l'aveugle. Quelques mots d'amour, voilà, qui est un énorme coup de cœur. Je ne peux que vous encourager. Très belle comédie, très beau film sur les daddy issues. Foncez. Et bien sûr, si vous sentez le courage, enchaînez avec L'inconnu d'Arthur Harry, dont je ne fais que penser. Je suis omnibulé, hanté par ce film. Allez le découvrir, c'est une merveille absolue. N'allez pas avoir le Nicolas Winding Refn Her Private Life, Her Private Hell, dont je n'ai entendu que du mal. Épargnez-vous ça. Allez voir Soudain de Ryosuke Hamaguchi, parce que là vous avez quand même parmi les 2 meilleurs films de la sélection. Pour ce qui reste de la fin, soit j'ai pas vu, soit j'ai vu et que je n'aime pas, soit je ne l'ai pas vu, mais je pense que je peux vous faire une petite recommandation autour de Histoire de la nuit, que je découvrirai mais à la toute fin de ce festival, qui a l'air particulièrement bon, mais ça nous le saurons plus tard. Bref, nous pouvons parler des films. Aujourd'hui donc je vais vous parler de 3 films et demi parce que le Almodovar je vais rester très peu de temps dessus et vous savez quoi, je vais peut-être commencer là-dessus mais d'abord un petit peu le programme. Donc aujourd'hui sur les 3 films que je vous présente, 3 films, 3 compétitions. Alors, nous avons tout d'abord Le Corset de Louis Clichy qui était dans la catégorie Un certain regard. Ensuite, je vous parlerai du Fjord de Christian Mungiu qui est en compétition officielle. Et je finirai par une séance 4 premières avec Le Château d'Ariokia de Kiyoshi Kurosawa. Alors comme je vous ai dit, on va faire un petit tour par la compétition officielle avec le dernier film d'Almodovar qui s'appelle en français Autofiction. J'ai pas le titre espagnol et je vais pas aller le chercher. J'ai pas grand chose à dire. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu une redite de ce qu'a fait Asghar Farhadi dans Histoire parallèle avec comment la réalité peut inspirer la fiction. Sauf que là où Asghar Farhadi ajoutait énormément la question du voyeurisme tiré du coup du décalogue de Kieslowski. Ici, juste ce que dit Almodovar, c'est, vous savez que dans la fiction, il y a une grosse partie de la réalité. Et oui, il faut le savoir. Et donc du coup, ce qui fait que tu as un film de 2 heures à peu près, où tu as la première heure et demie qui est une fiction, on va très vite te révéler que en fait, ce qui se passe est une fiction, donc pour ma part, du coup, j'ai toujours un peu de mal à m'attacher, parce que quand bien même tous les films sont des fictions, tu fais un pacte avec le réal pour dire ok, j'accepte de croire en ton histoire, j'accepte de croire en ton personnage, donc j'accepte de traverser les émotions qui vont traverser. Du moment qu'on te le rompt ce pacte en te disant c'est une fiction et qu'on te le confirme, j'avoue que l'empathie est beaucoup moins présente. Donc tu as 1h30 où tu as majoritairement la partie fictionnelle et ensuite à la fin tu as 30 minutes d'analyse en disant maintenant je vais te dire un petit peu où est-ce que j'ai pioché tout ça. Alors peut-être que ça peut être intéressant si tu le resitues dans la filmographie de Almodovar ou que tu essaies de comprendre comment Almodovar lui-même a écrit, à quel point il a mis de lui dans cette fiction qui parle d'un réalisateur, qui parle d'une réalisatrice, etc. etc. Bref, mais voilà, pas grand-chose à dire, à part que j'espère qu'il va bien quand même Almodovar, parce que ça fait quand même 2-3 films qui nous parlent de la question du suicide. J'espère que ça va, mon petit Pedro. Si tu veux en parler, tu peux. Tu n'es pas obligé de faire des films comme ça. Hein. Tu peux écrire un petit livre ou tu peux aller voir des gens qui sont spécialisés. Mais bref, tout ça pour dire que Autofiction est un film
assez décevant, qui n'a rien de nouveau à offrir, si ce n'est 2-3 petites punchlines, 2-3 petits dialogues assez rigolos, une représentation queer et du corps, mais qui est très vite effacée, et c'est bien dommage parce que c'est parmi ce que j'aime le plus dans le cinéma d'Almodovar. Mais bon, on n'a pas le droit au bonheur tout le temps. On n'a pas le droit au bonheur tout le temps, mais parfois et souvent, oui. Et c'était le cas avec Un certain regard. Alors c'est mon troisième film, Un certain regard, et Un certain regard nous régale. Entre Teenage Sex et Quel mot d'amour, ben la compétition est haute, très très haute. Et donc on va continuer avec donc Le Corset de Louis Clichy, film d'animation. Louis Clichy que vous connaissez peut-être pour ses 2 derniers films d'animation, à savoir les 2 films Astérix avec qu'il a co-réalisé avec Alexandre Astier. Alexandre Astier qui est du coup producteur et acteur dans son dernier justement. La boucle est bouclée, Le serpent se mord la queue et tous les trucs en rond qui vous viennent à l'esprit en termes d'expression. Le Corset nous raconte l'histoire d'un petit jeune dont j'ai oublié le prénom et j'en suis fort désolé parce qu'il était adorable, qui en fait a une maladie, alors j'imagine qu'on peut dire la scoliose, mais je suis pas sûr à 100%, qui fait qu'il a tendance un petit peu à pencher sur sa gauche, et vu que c'est plutôt mal vu en France d'être à gauche, et ben on essaie de lui dire bon tu vas mettre un corset qui va essayer de te remettre la colonne vertébrale comme il se doit, tout droit. Et ensuite, on va suivre en parallèle, du coup, quelques années de sa vie où il va y avoir différentes rencontres et également exploiter sa relation familiale, principalement avec son père qui vit dans le monde du coup de l'agriculture. Comme je vous l'ai dit, ça a été un énorme coup de cœur. Je trouve vraiment que la sélection à certains regards est incroyable. C'était un coup de cœur sur plein d'aspects. J'étais très curieux de voir ce que Louis Clichy allait donner parce que, comme je vous ai dit, moi je le connais surtout pour son travail de la 3D. Il a rapidement évoqué la 3D. Qu'il a dit, alors il avait pas dit croûte, mais il avait dit c'est un peu baveux, etc. Et ça se voit que ça lui tenait à cœur de repartir sur de l'animation traditionnelle. La plupart des dessins, des chara-design viennent de lui, parce que généralement quand on est réalisateur de l'animation, on fait 2-3 dessins préparatoires, mais après la plupart du temps, ce n'est pas une seule et même personne qui va participer au dessin, à l'animation. Ça peut être la personne qui va lancer l'idée globale, mais pas forcément se retrouver à faire le dessin. Et Louis Clichy, si c'était le cas, il retrouve le scénario également. C'est un merveilleux film, vraiment, c'est un film qui fait beaucoup de bien, je trouve, sur des aspects techniques. Le film est d'une beauté vraiment ahurissante. Sur de la 2D, il y a différents styles d'animation qu'on peut retrouver et aussi différents types de manières de travailler la couleur. J'aurais adoré regarder Carmen l'oiseau rebelle avec du coup ces touches de couleur très spécifiques. Ici, Louis Clichy va partir sur de l'animation à travers l'aquarelle. Alors les dessins, les traits ont l'air d'être beaucoup plus dessinés si je puis dire, mais en tout cas tout ce qui va être le traitement de la couleur, des layouts comme on dit, ça va être à travers l'aquarelle. Ce qui donne un résultat très texturé. On peut ressentir vraiment le travail des coloristes, même par instant, où est-ce que, même sur une image fixe, sur un plan qu'on pourrait dire de fixe, on voit vraiment les petites textures qui évoluent constamment. C'est un film qui fait beaucoup de plaisir à l'œil et, comme je vous ai dit, aussi au cœur. Je trouve que quand même on voit un petit peu les grandes lignes se dessiner, et c'est merveilleusement narré. Et puis dans la question de la relation au père, j'aime beaucoup comment le film creuse quelque chose sur ces pères qui sont absents, qui sont toujours derrière leur travail, qui ne parlent jamais de leurs sentiments, alors que ça peut être quelque chose de très révélateur, et sur la confiance que l'on peut donner aux enfants. Oui, voilà, c'est une sorte de coming of age entre donc 2 âges forcément, mais entre l'enfance et l'adolescence, et la rentrée dans l'âge d'adolescence, la rentrée de l'indépendance, de s'affirmer, de trouver de la passion et de trouver sa place dans le monde, comme la plupart des coming of age et des teenage movies. Le film a un regard un petit peu, je sais pas si c'est réaliste, je pense réaliste, un peu cru, un peu dur sur la condition de l'agriculture. Louis Clichy en parlait en disant qu'il s'est inspiré de sa propre vie sur beaucoup d'éléments du film. Le film se passant dans les années 90, on peut imaginer qu'il parle peut-être de son enfance à lui et de la difficulté que c'est de travailler dans le monde de l'agriculture, entre les attentes de certains patronats, le fait que avec l'ère très industrielle, maintenant, en fait, pourquoi aller à la ferme du coin quand dans le supermarché juste à côté de chez nous, on peut avoir les mêmes produits pour un prix plus ou moins équivalent. Le film va l'évoquer sans toujours le traiter, mais je pense que c'est suffisamment bien amené pour vraiment avoir conscience du milieu dans lequel évoluent nos personnages, et en même temps d'offrir une sorte de point de vue sur ce genre de situation plus ou moins évoqué à travers les questions du cinéma.
Donc voilà, c'est pas qu'un film mignon, c'est un film qui est quand même assez dur par instant, voire cru, et qui, derrière cet emballage, derrière cet arrière-plan, mais nous raconte une magnifique histoire à travers cet enfant qui souffre, mais qui a que d'amour à donner, à revendre et à vouloir recevoir, et qui ne cherche qu'à qu'on lui fasse confiance et à exister dans ce monde. Il y a toute cette histoire, mais une des rencontres essentielles de ce jeune, ça va être Michel, comme quoi lui je l'ai retenu, qui joue de l'orgue. Et le film va beaucoup jouer avec du coup les moments de suspension que peut offrir la musique et que peut offrir des moments d'explosion, de violence, enfin de colère plutôt, qui est un moyen pour notre protagoniste de se libérer des contraintes familiales, sociales auxquelles il est confronté. C'est vraiment adorable comme film. Je pense que déjà à Annecy, ça va être un carton plein. Et puis bon, là je commence à aller très loin, mais je le vois bien au César. Une belle nomination pour le cinéma d'animation, voire qui sait peut-être le prix. Petite remarque sous-titrage. Un moment on parle de Jean-Jacques Goldman, je ne sais plus dans quel contexte. Et bien les sous-titres l'ont traduit par David Bowie. Donc voilà, Jean-Jacques Goldman est l'équivalent français de David Bowie. Et j'espère que vous êtes content de cette petite anecdote croustillante et culturelle que vous pourrez ressortir lors de vos dîners mondains. Le film est super, hyper mignon, plein de bons sentiments. Foncez voir Le Corset quand le film sortira. Mais en tout cas, notez-le dans un coin de votre tête puisque c'est un film à ne pas manquer. On va continuer par un film de la compétition officielle qui a fait déjà beaucoup parler de lui et je vais continuer d'aller dans ce sens, à savoir Fjord de Christian Mungiu. Christian Mungiu, habitué de la compétition, habitué de la croisette, qui était déjà venu pour RMN il y a de cela 4 ans, ou encore sa Palme d'Or 4 mois, 3 semaines et 2 jours. Il nous revient dans un cadre familial, catholique et assez conservatrice, l'histoire de cette famille où les parents vont être soupçonnés d'utiliser de la violence envers leurs enfants. Lorsque l'aide à l'enfance va se mêler à cette histoire, la famille va se disloquer au fur et à mesure. Les parents vont devoir prouver leur innocence, si tant est, ils sont innocents. C'est un film, comme je vous ai dit, qui a déjà fait beaucoup parler de lui sur un point, l'écriture. Je l'ai rejoint totalement. C'est un film que je trouve brillamment écrit. J'ai déjà eu l'occasion de parler de films très bien écrits, que ce soit Soudain ou Garance. Mais là, j'ai fait un petit tour, et c'est vrai que j'avais oublié de le préciser, j'ai fait un petit tour chez les copains de L'un a vu tous les films, l'autre pas. Je vous mettrai les liens dans la description où j'ai parlé de l'espèce explosive. Donc si vous écoutez les épisodes quotidiennement, vous avez déjà entendu ce que je dirais là-bas. Et un moment, eux, ils parlent de... ils ne savent pas trop comment se positionner parce qu'ils ont l'impression que le film ne se positionne pas non plus. Et c'est plus ou moins le cas. En fait, le film a une sorte de neutralité active. Ça ne se dit pas forcément. Parce que il va mettre en opposition deux choses qui fait que on peut jamais vraiment prendre parti, et ça nous met dans une position très inconfortable mais que je trouve très forte, à savoir que ces parents, on va avoir des révélations quant à leur manière d'éduquer leurs enfants, très inspirés, très vraiment ancrés dans ce mode religieux, conservateur et assez rude, sur lequel des tas de croyances et de dogmes à travers la Bible sur le regard du monde et sur comment les enfants doivent se comporter, notamment à la question de la punition. Donc c'est dans ce genre de moment où est-ce que vraiment on va être en opposition face à la manière dont les parents vont essayer de se défendre ou éduquer leurs enfants. Par contre, de l'autre, et de manière toujours très subtile, l'un des deux parents du coup vient de Roumanie, interprété par Sébastien Stan, tandis que la mère Renate Reinsne, qui est norvégienne et qui du coup revient un petit peu au pays. Et en fait, le film va toujours pointer du doigt, et c'était un petit peu le cas dans RMN qui racontait l'histoire d'un village en Europe de l'Est qui accueillait une famille de migrants, et même si la communauté semblait accepter ces nouveaux arrivants, on voyait progressivement qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Et là le film fait un peu pareil, c'est-à-dire que le traitement des deux parents et notamment du père tout du long du film, qui va être mis de côté mais par de très très simples éléments, vont faire que on va être en empathie avec des gens qui pourtant on serait en opposition par rapport à leur manière d'éduquer leurs enfants. Et du coup, le film nous met dans cet entre-deux constant où est-ce que on a envie de créer de l'empathie et on a envie de vraiment dire on vous traite de manière très mauvaise, et en même temps, regardez comment vous êtes avec vos enfants.
Et le film ne tranche jamais par rapport à ça, il nous met toujours dans cet entre-deux, et je trouve ça mais tellement bien écrit. Et outre l'écriture, c'est un film qui est d'une maestria au niveau de sa mise en scène. Alors Munju, il est connu pour avoir une caméra qui est toujours très mobile, alors pas comme Hop, dont je vous parlais récemment de Naonjing, où la caméra se promène dans l'espace. Là, c'est pas qu'elle se promène dans l'espace, c'est que vraiment, elle est toujours en suspens, elle est toujours en flottement, ce qui fait que le film va enchaîner des plans, alors pas exactement fixes, mais presque des plans séquences de plusieurs minutes, et pas, encore une fois, pas des plans séquences qui vont te retourner le cerveau, la caméra va bouger dans tous les sens. C'est cette caméra qui va juste être là, observer les actrices. Et là, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que du coup, en mettant autant de personnages sur l'écran et à autant d'endroits, et ben c'est toi en tant que spectateur qui dois essayer de trouver, voir si tu vas te baser uniquement sur les gens qui parlent. Donc tu vas regarder à droite, puis à gauche, puis ensuite tu vas essayer de voir la personne qui est en arrière-plan, ou au contraire, rien ne t'empêche, pendant qu'une personne parle, de regarder comment réagit le mari, comment réagit la femme, comment réagit l'avocate, comment réagit la personne de l'aide à l'enfance, etc. Quelle va être sa position. Et du coup, ça fait que le film est étonnamment ludique parce que tu as toujours un moyen de redynamiser à travers la mise en scène toi-même la discussion, puisque tu peux littéralement regarder ce que tu veux, puisque la manière dont c'est positionné, le film ne va pas te demander de regarder une seule personne. Tu peux l'avoir avec les différents dialogues, mais rien que par rapport à ça, tu peux choisir un petit peu qui tu peux regarder et donc plus ou moins donner un sens à la scène qui suit. Et donc là, je parle de la caméra et je parle du positionnement des actrices, mais le film ne se limite pas qu'à ça. Il va aussi travailler l'arrière-plan. Alors, l'arrière-plan, je n'ai pris qu'une seule note par rapport à ça, mais de manière générale, le film va le faire plus d'une fois. Lors d'une des premières rencontres entre la mère et du coup deux personnes qui travaillent à l'aide dans l'enfance, il va y avoir ce très long dialogue en un seul plan où elles vont se retrouver autour d'une table et il y a une fenêtre derrière elles. Et derrière cette fenêtre, au gré du vent, il y a le drapeau norvégien qui va de temps à autre apparaître à l'écran. Et quand du coup, comme je vous ai dit, tu remets ça dans le contexte en disant que du coup les Norvégiens ont quand même un petit peu de mal avec le père roumain, ça crée une oppression, ça crée une image que c'est le pays qui est en train de rejeter une manière d'éduquer qui est religieuse et surtout culturelle par rapport à la Roumanie, parce que le père va revenir, va se défendre en disant mais le pays d'où je viens, ce genre d'acte que vous condamnez, c'est autorisé là où je suis. Et du coup, quelle position? Est-ce que tu vas le juger selon sa culture ou selon ta culture? Et le film te donne des petits indices à travers la mise en scène d'arrière-plan. Alors là, c'est le seul que j'ai retenu, mais je me rappelle durant le film, plus d'une fois, je me suis dit, putain, mais il est trop fort en fait. Pendant qu'on est en train de regarder les personnages qui sont en train de parler ou d'agir au premier plan, et bien dans le dernier plan, il met un petit indice, il met un petit élément qui vient être en contraste, qui vient peut-être nuancer ou apporter une réponse supplémentaire ou une sorte de dimension supplémentaire à ce qu'on est en train de voir. Et donc c'est une mise en scène qui est tellement bien réfléchie, qui est hyper agréable à voir. Si je dois parler maintenant un petit peu au niveau des thématiques qui sont abordées, je sais que le film pose un petit peu question auprès de certains et certaines, notamment du coup Riyad et Lisa, sur la question du traitement de la religion. Comment le film traite ça et est-ce qu'il n'y a pas un côté un petit peu caricatural? Parce que effectivement, voilà, le film va jamais explicite de quelle religion il s'agit. On pourrait penser le catholicisme, mais c'est vrai qu'il y a par instant, quand on voit certains moments de culte et quand on voit certaines des réunions qui ont lieu au sein de cette congrégation, on se demande si c'est pas plutôt une branche du christianisme, voire s'il n'y a pas quelque chose un petit peu de secte, un peu sectaire. Et pour connaître assez bien le sujet, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui m'ont fait raisonner à travers justement des sectes, tant la communauté est extrêmement importante, que ce soit dans le plan de juste ce petit village, mais aussi à l'échelle internationale, où du coup la question religieuse va rentrer en jeu face à la question politique, les confrontations qui vont y avoir, et quelle place on donne à la religion. Le film va être un procès à un moment sur la question de l'éducation, mais elle ne peut pas le dissocier de la religion, alors que tout du long, les personnages vont essayer de le faire. Sauf que, on ne peut pas. L'éducation, quand elle est religieuse, elle fait partie de l'éducation. Donc on ne peut pas opposer la religion face à l'éducation. Dans ce genre de cas, il faut traiter les deux en même temps. Et le film va toujours constamment le faire. Et puis, je vous parlais de la question de la communauté, là parce que je trouve le film aussi très fort, c'est que la communauté religieuse, certes, mais aussi la communauté civile.
où vraiment tout le monde se mêle de cette petite histoire de la famille. Tout le monde a un avis à dire, tout le monde est en train de vouloir réagir par rapport à ça, en opposition ou du coup en faveur, en soutien par rapport aux parents, jusqu'à cette histoire entre les deux maisons voisines. J'en parlais à John tout à l'heure, qui du coup ne le dira pas autour de ce micro, mais effectivement il y a une écriture tout en subtilité d'une relation entre ce voisinage, où on arrive à comprendre les désaccords, mais aussi on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se dessine progressivement et qui est extrêmement bien amené. Et il faut regarder les petits détails, parce que c'est dans les détails que Monju raconte le plus autour de cette famille et autour de de ce pays et de cette opposition entre éducation très conservatrice et éducation beaucoup plus libre en tout cas. Je vous encourage à lire ou à écouter d'autres personnes qui parlent du Monju, parce que je pense que c'est un film qui est passionnant à décortiquer et qui recèle beaucoup de choses en lui. Je ne vous ai parlé que de quelques parties, mais oui, en tout cas, c'est un film très fort. Aura-t-il un prix? Encore une fois, interprétation féminine, moi je trouve Renata Reinsve vraiment très forte. Après, elle a déjà eu il y a 4 ans pour Julien en 12 chapitres, donc je ne sais pas si elle aura le doublé. Donc je pense qu'on peut taper plus haut. Prix du scénario, ça serait entièrement mérité. Je trouve que c'est le mieux écrit de ce que j'ai pu voir pour le moment, en tout cas de ceux que j'ai en tête. Et peut-être, pourquoi pas, un prix du jury, ça peut être sympa. La Palme ou le Grand Prix, non, encore une fois, j'ai trop en tête Soudain, Hop ou encore L'Inconnu, auquel je n'arrête pas de penser. C'est une folie, je ne fais que penser à L'Inconnu, je veux trop revoir ce film. Et enfin, après quand même beaucoup trop de minutes, alors que je voulais faire un épisode court pour me coucher tôt, mais du coup cet épisode arrivera au cours de l'après-midi parce que voilà, demain je commence à 8h quand même. Je vais vous parler du dernier film de Kiyoshi Kurosawa. En commençant par un petit truc, je sais que ça n'a rien à voir avec le podcast, je voulais absolument le rencontrer pour lui faire une petite dédicace d'un de mes films préférés, à savoir Keiro. Et j'ai pu. Voilà. Keiro a pu être dédicacé par Kiyoshi Kurosawa, réalisateur excellentissime s'il en est, qui ici nous raconte, arrive donc du film historique et sur l'histoire de divers samouraïs et d'un château en particulier, le château d'Aryoka, dans lequel son seigneur, du coup, je crois, ou son empereur, je sais plus trop, va essayer de défendre ses terres, défendre son clan, qui va prendre un prisonnier de guerre, qui va garder dans un cajot durant toute une année entière, et avec qui il va être aidé pour, essayer de démonter des complots politiques, pour essayer de comprendre certains mystères, de où se trouve tel endroit, à ton avis, qui c'est qui a pu tuer un tel, ou à ton avis, qui c'est qui pourra en avoir après moi. Et voilà, et c'est donc un membre de la tribune d'en face, la tribune d'Oda. Alors, que dire sur le film? De but en blanc, parce que bon, là j'en sors, c'est surprenant de voir Kurosawa aller là-dessus. Alors je connais pas assez son cinéma pour me dire si oui ou non il a fait du cinéma historique, j'ai pas tant l'impression, d'autant plus que quand on voit le film, ça a l'air d'être entre guillemets un vrai film historique, donc inspiré en tout cas d'événements historiques, pas juste on se base dans le Japon médiéval et ensuite on fait nos petits trucs comme c'est le cas des 7 samouraïs, qui me semble-t-il n'est pas du tout une histoire vraie, juste on prend un décor qui lui est vrai et ensuite on raconte notre propre histoire. On en parle avec John est beaucoup plus dur que moi sur le film. Effectivement, c'est un bon film de samouraï. Voilà, c'est bien exécuté, c'est bien mis en scène. Les décors ne sont pas grandiloquents, mais en tout cas, voilà, ils existent. On sent qu'il y a eu un travail de reconstitution. Alors, ça ne vaut pas du tout ce qu'avait fait Kitano il y a 4 ans et qu'on attend toujours une date de sortie en France, mais je crois que c'est fichu avec son dernier film, donc Kubi. Son avant-dernier, du coup, maintenant. Mais il n'y a rien qui ressort réellement. En fait, il y a des éléments que moi j'interprète, mais je me demande si je n'essaye pas trop d'intégrer le cinéma de Kiyoshi Kurosawa à travers celui-ci, tant il me semble éloigné. Mais c'est vrai que parmi ce que j'ai pu noter, il y a 2 éléments qui perso me plaisent un petit peu dans ce film, qui est en soi l'histoire d'une très très longue agonie d'un clan où tout le monde disparaît peu à peu. Pour moi il y a 2 éléments qui pourraient se rapprocher du cinéma de Kurosawa. C'est que premièrement, la mort guette tout le monde, c'est à dire qu'en fait toutes les 20 minutes un personnage plus ou moins important va mourir. C'est toujours inattendu, c'est toujours en hors-champ. D'ailleurs ça, j'aime bien comment il va traiter de la question, alors pas du corps mais juste la mort. Ce qui compte, ça va être les conséquences, ça va pas être du tout la mise à mort. Mais en fait la mort tombe un petit peu tout le temps, et c'est comme
quelque chose, un spectre qui vient hanter tout le film, où n'importe qui peut mourir à n'importe quel moment. Et c'est vrai que quand on connaît un petit peu son cinéma avec le truc, avec ces idées de spectres qui hantent et qui ont une présence tout du long du film sans qu'on le voit réellement, et ben là j'ai l'impression qu'il a tellement poussé cette réflexion qu'il a matérialisé entre gros guillemets à travers la mort, qui est du coup par définition immatérielle dans la symbolisation qu'on a, mais qui touche réellement du coup des gens qui sont des corps qui tombent, etc., etc. L'autre aspect, c'est que comme je vous ai dit, et même le titre anglais un peu plus spécifique, c'est le samouraï et le prisonnier, je crois. Et ben effectivement, le prisonnier qui va rester dans cette cave, en fait, pour moi, encore une fois, il y a un peu cette idée du spectre parce que c'est quelqu'un qui va être toujours excellent dans les stratégies militaires, qui va soit révéler des choses par rapport à des mystères, soit en annoncer certains, où est-ce qu'il va dire attention, je vois ça. Et le fait qu'il soit dans une cave qui est toujours très peu éclairée en dessous du château et qu'il ait un petit peu ce rôle divinatoire, eh ben j'ai l'impression que Kurosawa continue un petit peu d'exploiter les spectres qu'il a, mais comme je vous ai dit, de manière plus matérielle. Mais comme je vous ai dit, c'est avec la grille d'analyse que j'essaye d'avoir autour du film parce que, voilà, il y aurait eu un autre nom. Bon, je pense que j'aurais pas du tout eu cette analyse et je sais pas si le film aurait énormément changé. Qu'y a-t-il de Kurosawa dedans ? Je n'y vois pas grand-chose, hein. Pas non plus ces grandes thématiques autour de la question du capitalisme ou de la perte de l'humanité ou, encore une fois, le travail du corps. Ici, c'est très peu présent, voire pas du tout. Donc voilà, c'est un peu une déception, hein, on va pas se mentir. Surtout quand on sait de quoi est capable le monsieur. Pas de panique parce que nous pouvons encore une fois retenir les deux excellents films, à savoir Le Corset et Fjord, que je ne peux que vous encourager à découvrir. Et ben voilà, moi je veux faire court et finalement je refais 30 minutes. On se quitte là-dessus, on se retrouve demain pour donc notre salut. Et adieu monde cruel, j'ai tellement hâte, la semaine de la critique va nous régaler une fois de plus. Et puis voilà, donc bon courage pour celles et ceux qui sont au travail. Profitez bien du festival pour les festivaliers et festivalières qui m'écoutent. Et un petit merci et un petit bisou à Julie, qui vient écouter chaque jour ce petit podcast de manière assidue, dit-elle. Et ben, je te salue Julie, depuis Cannes jusqu'à Toulouse. Voilà, on se retrouve demain et d'ici là, prenez soin de vous. Salut! Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.